professionnelle de Giovanni Della Grosse, il faut aborder de nombreux aspects de la Corse médiévale, mais aussi de la Méditerranée occidentale à cette époque. Un petit rappel sur Giovanni, d'abord une longue existence, puisqu'il a vécu jusqu'à 76 ans, et son père Golière, est probablement le gonfalonier de la pierre de Bisouget, qui se trouve à côté de la ville actuelle de Sartène, parce qu'il est cité dans les documents, et il est cité en 1366, donc la date, le lieu, le nom, tout cadre avec les données de la chronique. Donc si le père est gonfalonier de la pierre, le gonfalonier c'est un officier qui s'occupe, un officier qui s'occupe de toutes les affaires de sa communauté. Il traite des affaires publiques, en particulier de la justice. Donc, si c'est le cas, Giovanni appartient à la famille de notables importants de sa communauté. Ensuite, c'est aussi une famille de lettrés, parce que la date de naissance du jeune homme est remémorée, elle a été enregistrée quelque part, ce qui était loin d'être le cas pour beaucoup de seigneurs même. Hein. Donc, voilà. Alors il nous dit qu'il a dû recevoir, il ne le dit pas ça, il a reçu certainement un apprentissage de base près de chez lui, soit un précepteur, peut-être une petite école religieuse, on ne sait pas. Mais ensuite il explique qu'il s'éloigne et qu'il va étudier la grammaire dans le préside génois de Bonifacio, et ensuite il s'éloigne encore davantage parce qu'il va partir pour Naples. Où il va continuer ses études de grammaire, qui est le premier degré des études universitaires à cette époque-là. Un petit rappel aussi pour nous dire qu'à cette époque, la Corse est partagée en trois entités politiques, parce qu'après les révoltes populaires du milieu du XIVe siècle, eh bien, on peut dire que l'île se partage en fonction de la délimitation de la barrière centrale montagneuse. Vous avez le sud, qui est occupé par les seigneuries, ce qu'on a appelé la terre des seigneurs, le nord par la terre de commune, la commune de Gênes, et les seigneuries du Cap Corse qui restent sous la domination des seigneurs d'origine génoise depuis le XIIIe siècle. Or ce territoire, ça c'est schématique, ce territoire subit de nombreuses transformations en fonction des conquêtes militaires. Lorsqu'il y a des conflits, les uns s'avancent sur le territoire des autres et vice-versa. Le monde, la Corse est non urbanisée, donc le monde dans lequel évolue Giovanni Della Grosse est celui des châteaux. Il y a travaillé toute sa vie. Il en cite près de 120 dans sa chronique. Ici, on a à peu près 70 parmi les plus importants. Mais Daniel Istria, l'archéologue, a avancé le chiffre de près de 300 fortifications, et c'est peut-être le cas, peut-être même davantage. On en découvre quand même pas mal. Donc ce monde des châteaux, les châteaux, bien, ce sont des endroits où on contrôle le territoire, on recueille les impôts, on a les soldats chargés du maintien de l'ordre, on rend la justice, on emprisonne les ennemis. Donc vous voyez, les châteaux, ce sont vraiment le pivot de la domination du territoire. Alors justement, ces châteaux dominent une société agro-pastorale où la culture et l'élevage sont les principales activités. Le chroniqueur va parler énormément des pièves qui sont des entités religieuses. Ce sont des bassins de vie, des entités religieuses, mais où se déroule l'ensemble de la vie sociale quand même, avec on traite de toutes les affaires qui concernent la communauté, on rend la justice dans le cadre de la piève. Et Giovanni raconte aussi, il rapporte une étonnante mobilité des hommes et l'importance des échanges. En soi, ça mérite un long échange là-dessus. Il évoque le monde seigneurial, mais il parle aussi du dynamisme de ces communautés paysannes, qui sont très actives, qui font des assemblées populaires, qui décident plein de choses à propos des impôts, des guerres, etc. Donc il montre ce dynamisme. Alors, dans cette société, c'est vrai que les paysans s'occupent de leur bétail et de leur culture, mais il faut quand même mentionner les paysans soldats
c'est-à-dire les bergers, les agriculteurs, tous ces vassaux que les seigneurs mobilisent à leur gré selon leurs besoins. Giovanni a été un officier au service du pouvoir toute sa vie. Il commence sa vie professionnelle à Bigouille, à 18 ans. Il a été nommé par le gouverneur génois Andrea Lomelin, qui est secondé militairement par Francesco della Rocca, un seigneur corse chinarchese, qui fait partie de la grande lignée des chinarchèses, et qui appuie énormément les hommes de sa faction. Et on peut penser que la famille de Giovanni della Rocca fait partie de la faction du seigneur Francesco della Rocca. Donc, ce Francesco della Rocca à l'époque est très puissant, il est vicaire du peuple pour Gênes, et donc il a appuyé certainement Giovanni della Rocca. L'activité de Giovanni se termine vers 1457, il a 69 ans. Donc on peut dire que pendant 50 ans, il a été un acteur important de la vie publique. Il a occupé des rôles d'officier constamment. Alors je reprends ce que le médiéviste Olivier Matteoni définit, je reprends la définition d'Olivier Matteoni. Il dit « L'ensemble des individus qui administrent la chose publique, notamment la justice et les finances, à quelque titre que ce fût. Le mot officier désigne toute personne qui exerce la moindre parcelle de pouvoir au nom du prince. » Alors vous voyez ici une image d'une maison de Bigouille où on dit que Giovanni della Rocca aurait installé son tribunal de justice. Il a occupé des charges multiples, notaire, donc il a commencé comme ça, toujours au service des gouvernants, greffier, scrivane. Alors une petite mention sur le terme scrivane, parce que ça veut dire effectivement celui qui rédige, celui qui écrit, le greffier du tribunal, greffier de justice, mais également c'est l'écrivain. Et Giovanni utilise le mot scrivane pour l'auteur. Il dit qu'il a recherché, qu'il lui-même était un auteur digne de foi, scrivane, hein, digne de foi. Donc vous voyez que le mot est à double sens là. Ensuite, on peut voir qu'il a été vicaire de justice, donc il a remplacé soit le gouverneur, soit le commissaire. Il a mené des troupes, c'était un lieutenant, on le retrouve plusieurs fois, même vainqueur. Hein, il dit qu'il a été vainqueur contre Giudicistria, etc. À Bigouille. Il était intendant des camps militaires, en particulier celui de Chinarque. Lorsqu'il y a eu le siège du château de Chinarque, il était intendant, il était à la fois commissaire, c'est-à-dire qu'il exerçait aussi la justice dans le camp, et il était aussi intendant, c'est-à-dire chargé d'approvisionner et faire en sorte que chacun trouve de quoi se nourrir en payant. Voilà. Vous voyez, pas de cursus honorum à cette époque. Les postes de responsabilité succèdent à des postes de moindre importance. C'est pas comme ça, il n'y a pas une carrière ascendante. Hein. C'est très variable. Alors, il accomplit ses fonctions aux 4 coins de Corse, connaît toute la Corse, de Bonifacio au Cap Corse, à Dornano, et il côtoie les élites sociales de son temps, toutes, c'est-à-dire tous les seigneurs, les officiers, qui comme lui sont chargés qui occupent des charges importantes, les militaires, les notables, les chefs populaires, il connaît tout le monde. Et il ajoute en plus qu'il a une grande familiarité avec la population, et c'est pour ça qu'il arrive à trouver facilement de quoi nourrir et approvisionner les camps. Il a été au service des seigneurs corses. Alors on peut citer encore Francesco della Rocca par intermédiaire, puisqu'il travaillait pour Andrea Lomelin, Giovanni della Rocca, qui était secondé par Francesco. Il a servi pendant longtemps Vicente d'Istria, comte de Corse. Il est resté plusieurs fois à son service, entre 1409 et 1414, et entre 419 et 26. Et ensuite, il a travaillé longtemps, au moins 4 années, et plus, après, avec ses associés, pour le seigneur d'origine génoise, Simone d'Amar, dans le Cap Corse. Il a travaillé également pour les puissances extérieures. Alors, évidemment, pour tous les gouverneurs génois, Andrea Lomelin, les Frégosi, les Montaldo. Il a travaillé pour les envoyés du pape, pour les gouverneurs de l'office de Saint-Georges, à partir de 1453, lorsque l'office prend en charge l'administration de la Corse. Alors on
on a beaucoup critiqué ces changements, ces revirements, hein, est-ce que c'était une évolution professionnelle? Est-ce que c'était des revirements politiques? Bon, eh bien d'abord, il faut quand même savoir que lui, Giovanni, ce n'était pas un chef de parti, pas un chef de faction, c'était un officier. Un officier important. On dirait aujourd'hui, j'ose la comparaison, un haut fonctionnaire, hein, quelqu'un qui était très compétent et qui servait. Donc il était appelé un peu par tout le monde. Il n'est pas le seul, hein. Il y a toute une classe d'officiers qui apparaît dans la chronique, très intéressant. Il y en a qui ont eu des carrières aussi longues que lui et qui ont été ambassadeurs comme lui, qui ont mené des troupes. Ce corps social apparaît dans la chronique et il en fait partie. Donc il prend en compte toutes les opportunités professionnelles qui s'offrent. Et puis il faut prendre en compte son vécu, originaire d'un milieu seigneurial, hein, de la Rocque, puisque son seigneur naturel c'était justement Francesco della Rocca. Ensuite, pour tous ces revirements, il faut dire que sa carrière a été très longue. Hein. En 50 ans de vie publique, il y a peu d'hommes politiques, même aujourd'hui, qui restent fidèles à leurs convictions de départ. Hein. Donc, eh bien, lui aussi, il a changé. Mais par contre, il a été un observateur attentif de la vie publique. Et toute sa vie, personnellement, il a été à la recherche de ce qui pourrait être un bon gouvernement pour la Corse. On va y revenir. Donc, en fait, pour conclure sur ce titre-là, les actions et le parcours de Giovanni della Grosse sont à l'image de son temps, d'une grande complexité et d'une grande richesse, très, très riche. Les déplacements sont fréquents dans la Corse médiévale. Alors, il y a la transhumance, il y a d'autres motivations, la religion, la justice, les assemblées communautaires, la politique, les exils. Et comme Giovanni della Grosse, on le voit dans sa chronique, les élites sociales, seigneurs et officiers se déplacent fréquemment sur d'autres rivages de la Méditerranée occidentale. Alors ici, je vous ai mis quelques images, on va les retrouver maintenant. Leonardo Poubelle, au marquis d'Oristano en Sardaigne, le doge Tommaso Fregoso, Flavio Biondo, on en a parlé avec Melina tout à l'heure, et le pape Eugène IV. Ça, ce sont des personnalités qu'il a rencontrées. Hein, Alors, on va voir pourquoi. D'abord, les études à Naples. À Naples, le jeune étudiant arrive dans une grande métropole médiévale. La ville est la deuxième plus peuplée de Méditerranée après Constantinople. Vous imaginez le choc culturel que ça a dû être pour un jeune homme issu de la ruralité d'arriver à Naples. Or, il a dû y rester à peu près une année universitaire, au moins, au plus, peut-être plus. La cour est fastueuse à cette époque, l'activité économique est intense, les lettrés et les artistes célèbres fréquentent ce lieu et depuis bien longtemps, hein, depuis le XIIIe siècle, on a toute une série de grands artistes qui passent à Naples. Et en plus, le jeu politique napolitain est très complexe, parce que là, il arrive, c'est le roi Ladislas Ier, qui appartient à la maison d'Anjou et de Hongrie, et qui est toujours en butte avec ses ennemis, qui cherchent à lui prendre le pouvoir dans d'autres territoires. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de complexe. Donc, ce voyage, onéreux quand même, hein, ça coûtait cher, et peut-être dû aussi au mécénat d'un seigneur. Mon regard se tourne encore vers Francesco della Rocca, parce qu'on sait que les Chinarchese fréquentaient cette ville, ils y allaient hein, régulièrement. Ensuite, on a un exil en Sardaigne. Et d'ailleurs, je reviens sur Naples, il reparle, il connaît Naples, il va toujours être attentif à son histoire, hein. La reine Jeanne, les exils des seigneurs Chinarchese, il va en parler souvent. Tout comme il va parler tout au long de sa chronique de la Sardaigne, parce qu'il se déplace. Alors, en 1414, en 1414, oui, alors qu'il travaille dans la région actuelle de Sartène, au château de Litala, de Renuccio de Litala, qui est vassal du comte d'Istria, de Vincentello d'Istria. Il est exilé, soudain il y a une rébellion, et lui, comme il sert le comte, on l'exile en Sardaigne. Et là, il va y rester plusieurs mois encore, peut-être même plus d'une année. Alors, en arrivant sur ce territoire, Giovanni assiste à un moment charnière de l'histoire sarde, parce qu'il y a eu une grande victoire remportée par le roi Martin de Sicile, qui est le fils aîné du roi d'Aragon, Martin Ier, à Sambourg,
en 1409. Et là, les Aragonais s'implantent sur ce territoire. Donc, il va servir... Alors, Léonard de Ploubel, il le dit, Léonard de Ploubel m'offre l'hospitalité à sa cour. Qui c'est Léonard avait été chargé par son cousin, Guillaume de Narbonne, qui était le prétendant légitime au judicat, de garder le territoire, alors qu'il allait chercher des secours. Or, Léonard s'est vite soumis à la domination aragonaise en compensation de belles récompenses, dont le titre de marquis pour lui et ses descendants. Alors, qu'est-ce qu'il trouve Giovanni della Grosse en arrivant à Oristano? Mais d'abord aussi, peut-être pas comme Naples, mais une cour luxueuse, parce que le marquis est un homme riche qui va aider le roi d'Aragon, Alphonse V, le magnanime, à payer les 100 000 florins d'or en 1420 à Guillaume de Narbonne, justement, pour qu'il renonce à ses droits sur le judicat. Vous vous rendez compte, 100 000 florins d'or, et le marquis va l'aider. Alors, la cour était donc luxueuse aussi. Et selon l'historien Francesco Cazul, il parle de la chancellerie à Oristano et il dit que c'était une chancellerie extrêmement compétente, parfaite et raffinée. Donc le jeune homme qui a 26 ans a dû approcher cette chancellerie. Il a dû voir un peu comment ça se passait, il en a tiré une belle expérience à mon avis. Le voilà, en 1416, il revient en Corse. Mais il est le notaire du gouverneur génois Abramo Fregoso, qui est lui-même le frère du doge, du célèbre doge Tommaso Fregoso. Je vous ai mis toujours les dates, chaque fois de naissance et de mort, parce qu'elles sont toujours intéressantes. Regardez-les sur cette image comme sur d'autres. Elles correspondent, elles coïncident pratiquement toujours avec celles de Giovanni della Grosse. Je rappelle, Giovanni della Grosse, 1388-1464. Donc, il arrive en Corse, donc il est au service d'Abramo Fregoso. Mais Vincentello d'Istria parvient à réaffirmer son pouvoir. Et en 1418, Abramo Fregoso repart à Gênes. Et peu de temps après, Giovanni della Grosse va à Gênes lui aussi. Parce qu'il était au service des Génois et il veut rester fidèle à ses engagements politiques. Donc il part à Gênes lui aussi. Et il ne reviendra qu'en 1419, lorsqu'il verra avec pragmatisme que le comte Vincentello d'Istria a assis sa puissance, son pouvoir en Corse. Pendant ces quelques mois où il est à Gênes, il est très probable donc qu'il a dû trouver refuge auprès d'Abramo Fregoso, qu'il servait en Corse, et du doge génois Tommaso Fregoso. Alors, celui-ci, alors il est quand même très célèbre, il a été doge plusieurs fois à Gênes, ce qui est exceptionnel. Et puis, à quoi il a pu assister Giovanni Fregoso? Alors qu'il déplore le manque de culture en Corse, son texte rend hommage à l'opulence de cette cité, forte de ses grands hommes, militaires, commerçants, financiers, érudits. À ses yeux, maintenant, à Giovanni, la nécessaire connaissance littéraire, historique, artistique participe au développement harmonieux d'une société. Le doge Fregoso appartient à une famille de grands financiers, de grands commerçants. Il a reçu déjà lui-même une formation de type humaniste, auprès des plus grands lettrés de son temps. Sa richesse est impressionnante. Son élection a été d'une magnificence extrême. Il a d'ailleurs offert 60 000 ducats d'or à la commune de Gênes pour éponger ses dettes. Donc vous voyez un peu l'opulence. Le palais ducal est une cour digne d'un souverain. Il accueille les rois et les papes avec des banquets mémorables. Et il possède une bibliothèque très renommée. Si vous tapez les livres de Tommaso Fregoso sur Internet, vous verrez à quel point cela a été étudié. C'était vraiment, il avait des manuscrits rares et une très grande collection. Alors, contrairement à Florence et à Rome, pour des raisons historiques, en plus il y a eu, on va en reparler peut-être lors des discussions, Gênes n'est pas un centre de l'humanisme du Quattrocento, pas vraiment. Mais par contre, ça commence à s'infiltrer. Et à Gênes, la famille Fregoso, les Fregoso, commence à se distinguer dans ce mouvement humaniste. D'abord avec le doge,
Quelques décennies plus tard, on aura aussi Giano Fregoso, qui est devenu doge, mais qui était gouverneur de Corse, et qui correspondra très longtemps avec Flavio Biondo. Hein. Vous allez voir, on va y revenir, que ces cercles se connaissent parfaitement, ils s'écrivent, ils échangent, il y a un très gros échange épistolaire entre eux, ils se connaissent pratiquement tous, et ils sont très fiers de se montrer les lettres des uns et des autres, ils sont tous en relation. Hein. Alors, je vous le disais, à Gênes également, les idées nouvelles font leur chemin. Les liens se nouent avec les grandes figures de l'humanisme italien. Alors, au moment où Giovanni s'y trouve, le chancelier de la République de Gênes s'appelle Giacomo Bracelli. Regardez encore les dates de naissance et de mort. Il va le rester 50 ans chancelier. Et lui, c'est un humaniste, juriste, historien, géographe. Hein, il avait un réseau d'amis extraordinaires, dont les célèbres humanistes comme Orispa, Bracciolini, Flavio Biondo, Beccadelli. Et Beccadelli, il servait, dit le nom Pita, je ne sais pas si je le prononce bien, il servait à Naples le roi Alphonse V d'Aragon, et il le décrivait en tant que modèle du souverain idéal, mécène de l'art et de la littérature. Ensuite, 3 décennies plus tard, on arrive à cette fameuse ambassade à Rome, alors qu'il est âgé de 57 ans. Ce séjour, on en a parlé tout à l'heure, a certainement été d'une grande importance pour lui. Vous voyez qu'il ne partait pas de rien quand même, Giovanni. Hein. Il a infusé dans ses séjours à l'extérieur de l'île, il a infusé dans ce milieu. Et les gens qu'il a rencontrés en Corse, comme Giano Fregoso, aussi, il faisait partie de cette nouvelle génération d'humanistes. Alors, il envoyait tout l'intérêt d'aller à Rome, parce que pour la première fois, il nous dit qu'il a emmené avec lui son fils. Hein, et parce qu'il savait qu'il allait avoir des contacts, que les échanges allaient se nouer, et il a eu raison, parce que son fils Vincenzo a fait une belle carrière, tant auprès des Fregosi que de l'Aragon, des Aragonais. Alors il séjourne plusieurs mois, car, chance extraordinaire, Eugène IV le reçoit en audience le 13 octobre 1445 et lui octroie un emploi à la curie. C'est une chance car au vu de la réputation excellente de la chancellerie pontificale, il va y demeurer jusqu'au début de l'année suivante. Si le pape l'a engagé, il n'a pas fait comme ça sans connaissance. Giovanni lui a certainement été recommandé, peut-être même par des humanistes, par des gens qu'il connaissait, par les frères, je ne sais pas. Hein, on ne donne pas un emploi à la curie comme ça. Il y a d'autres seigneurs et d'autres officiers qui vont à Rome dans la chronique et reviennent tout de suite. Lui, il est très fier, Giovanni, de dire qu'il a obtenu un poste avec un salaire très intéressant et tous ses frais personnels remboursés par le pape. Alors évidemment, je suis obligée de rappeler ce qu'était ce Quattrocento italien. La réalité. Eh bien, la réalité du Quattrocento, c'est que les idéaux de l'humanisme se propagent dans l'espace public. Les lettrés prônent le retour à une connaissance véritable des textes de l'Antiquité afin d'en faire une lecture critique. Ce n'est plus comme la scolastique où on traduisait mot à mot, etc. Là, on a un autre souffle dans la traduction. Et tous les lettrés qu'on va citer, ils font de la traduction. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent tous à la recherche et à la découverte des manuscrits de l'Antiquité gréco-romaine. Et il y en a qui parcourent, qui vont en France, qui vont en Suisse, qui vont dans les couvents un peu partout en Europe. Ils font de grands périples pour trouver des manuscrits. Orispa en Sicile, il part même vers Constantinople, etc. Et il en trouve, il monnaie d'ailleurs, hein, ça devient même lucratif. Alors, et là, chacun veut faire une riche bibliothèque. Une attention particulière est prêtée aux vestiges archéologiques, en particulier ceux de Rome, et à l'épigraphie. La connaissance est considérée comme un outil privilégié de l'élévation spirituelle des hommes, mais aussi du bien-être de la société. Le lettré, les arts et les lettres, la connaissance historique, sont mises au service de la vie publique. Le lettré humaniste s'engage dans les affaires de sa cité. Et sur le modèle antique de Cicéron, l'éloquence est une qualité essentielle et l'orateur devient même un archétype de l'homme d'État. Alors on en a des très célèbres au tournant du XVe siècle. Vous avez Coluccio Salutati, qui a été le maître de beaucoup d'hommes de ce temps.
Et puis vous avez même dans l'église, avec Enea Silvio Piccolomini, qui va devenir le futur pape Pie II, et qui est un érudit, un poète, un érudit très important. Il faut parler donc de l'humanisme et de sa dimension politique. Alors, politique, l'image du prince éclairé, protecteur des arts et des lettres, commence à se distinguer. Giovanni della Grossa a pu rencontrer certains de ces hommes. Je vous le disais, certainement pas comme de Médicis, il n'en parle jamais, il n'est pas allé à Florence, mais par contre Tommaso Fregoso, comme je l'ai dit, Alphonse V d'Aragon. Pourquoi pas Alphonse V, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on pourra peut-être en reparler. Au moment où il était en Corse, au moment du siège de Bonifacio, Giovanni della Grossa est à ce moment-là un lieutenant au service de Vicente d'Istria. Et c'est là qu'il a remporté une grande bataille à Bigougne en 1420. Donc il ne serait pas étonnant du tout qu'avec les troupes de Vicente, il soit allé ces mois-là de siège de Bonifacio et qu'il ait rencontré le roi d'Aragon. Ensuite, qu'est-ce que je vous disais? Donc l'humanisme... Alors, le corps social des officiers s'impose en tant que tel, là, maintenant. Ils apparaissent vraiment en tant que corps social, et le regard qu'on porte sur eux évolue. Ils sont censés, là je reprends les textes de Clémence Revès, qui sont vraiment très intéressants sur l'humanisme et la façon de voir les représentations du Quattrocento, et elle le dit, les officiers, eh bien, l'officier doit conseiller le prince, être son confident, exercer à son service des talents oratoires hors du commun. Alors, à la curie, effectivement, Giovanni a pu rencontrer des grandes figures de l'humanisme. Tout ce que vous voyez en rouge était exactement à la curie en 1445, en automne 1445, lorsque Giovanni della Grossa s'y trouvait. A-t-il été admis dans leur cercle? S'est-il contenté de les écouter? A-t-il été mis à l'écart, victime du regard négatif que ces lettrés portaient sur la Corse et sur ses habitants? Il faut se souvenir de la lettre de Poggio Bracciolini en 1439 à son ami Guasque, Bartolomeo Guasque, qui était en poste en Corse, et il lui écrit « Comment fais-tu pour survivre au milieu de tels sauvages et de tels rustres ?» Vous voyez le regard, c'était en 1439. Peut-être qu'en 1445, ça avait déjà peut-être évolué. Alors moi, je ne pense pas que Giovanni della Grossa ait été mis à l'écart, d'abord en raison de sa personnalité, certainement forte personnalité, de sa compétence et de son expérience. Et puis, tous ces lettrés, vous le voyez encore une fois, appartiennent exactement, à quelques années de différence près, à la même génération que lui. Alors, âgé de 65 ans, par exemple, Poggio Bracciolini, dont on a parlé maintenant, a écrit, c'était un des plus brillants fonctionnaires de la curie, sous Martin V, Colonne, justement, puis dans les années mouvementées d'Eugène IV. Lui, qu'est-ce qu'il a écrit? Quand il a quitté la curie, je crois qu'il a quitté en 1459, il a été chancelier de Florence, mais il a écrit plein de lettres sur la curie romaine, qu'il regrettait beaucoup, et sur ce milieu. Et il raconte quelque chose qui est très amusant. Il évoque une salle où se réunissaient les scriptores, les scrivanes, les secrétaires apostoliques, lors de leur moment de repos. Et donc Giovanni a pu y passer très facilement. Et il commentait l'actualité, il racontait les derniers commérages et des histoires amusantes. Et ce bureau s'appelait Bugia, le Bugia, certainement le mensonge, et on lui a décerné un nom latin qui signifiait l'office des mensonges, le bureau des mensonges. Voilà. Donc, on a parlé de Flavio Biondo tout à l'heure. Oui, lui, auteur, historien, il a souligné l'importance des vestiges archéologiques. Et à Rome, pourquoi Giovanni della Grossa n'aurait-il pas croisé Lorenzo Valli, qui n'était pas à la curie mais qui était à Rome, Lorenzo Valli, qui s'est vu attribuer le titre de premier philologue pour avoir démontré la fausseté de la donation de Constantin, la constitution au IVe siècle d'un faux, au profit de la papauté. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le mouvement humaniste s'impose à travers des figures célèbres, mais il infiltre l'ensemble de la société à travers une multitude d'acteurs plus obscurs, des copistes, des imitateurs qui partagent les mêmes aspirations qu'eux,
des juges, des marchands, des médecins, des banquiers, qui écrivent aussi pour vanter les mérites de leur cité et pour édifier leurs concitoyens. Et comme Giovanni, d'ailleurs, la plupart font mention de leur biographie, hein, et puis de leurs commentaires philosophiques, politiques ou religieux. Eh bien, Giovanni della Grosse, pour moi, est un homme de son temps. L'influence, lorsqu'on lit très bien ses écrits, on va y détecter des choses qui se rapprochent de ce que voulaient faire les humanistes. Hein. Lui, il dit: toute ma vie, j'ai passé à rechercher des manuscrits anciens. Il le dit, donc il s'est constitué de belles bibliothèques. Il le dit en présentation, tout de suite. Après, il invite toujours à aller voir les vestiges archéologiques, à les redécouvrir, à comprendre de quoi il s'agit. Il organise, il a beaucoup d'éloquence, il organise des assemblées populaires, des védous. Et il rappelle ses capacités, son éloquence, sa compétence professionnelle, il le dit. Par exemple pour Carlo Damaro, hein, il a fait de très grandes assemblées populaires à Cilac, dans l'Ornano, plusieurs fois. Alors, il se vante aussi d'avoir conseillé des seigneurs, Carlo Damaro, mais même le pape, il dit sur l'insistance de Giovanni della Grosse, le pape Eugène IV envoyait en Corse des troupes, un envoyé. Ensuite, comme aussi il déplore le laxisme des auteurs dans le passé, la présence d'historiographes contemporains, et il arrête ses fonctions pour se retirer à Grosse et écrire sa chronique. Alors pour moi, ce travail d'écriture est l'acte d'un acteur impliqué encore dans la vie publique. Et je reviendrai, ça mérite en soi une communication justement sur le vocabulaire qu'il utilise, dans toutes ses dimensions. Alors, c'est très intéressant, le vocabulaire mérite d'être vraiment étudié. Il espère que son texte sera utile à la société corse, qui a besoin de connaissances pour résoudre tous les maux qui l'accablent. Donc, c'est bien un discours politique à l'échelle de la Corse dans son ensemble, et en plus, écrire l'histoire, écrire son histoire, c'est donner corps à une communauté. Giovanni della Grosse, on l'a vu, possède une grande expérience politique. Il a pu observer partout où il est passé, d'abord le gouvernement royal à Naples, en Sardaigne, la domination seigneuriale en Corse, les gouvernements populaires, le gouvernement de l'Église, l'administration par une institution financière, tous ont été très décevants. La désillusion au rendez-vous. Et lui, qu'est-ce qui transparaît dans sa chronique? Eh bien, un idéal quand même du bon gouvernement que tout le monde recherche, vous voyez, depuis le XIVe siècle, avec cette fresque de Sienne, hein, sur l'allégorie du bon gouvernement. Eh bien, il recherche d'abord la justice, la légitimité, qui permettent l'adhésion populaire et la stabilité politique. Et il est partisan, comme les autres humanistes d'ailleurs, d'un seigneur à la dimension princière qui apporterait la paix dans sa seigneurie. La Corse au XVe siècle est un espace d'affrontement, mais ça, en fait, ça montre sa bonne insertion dans ce milieu méditerranéen, hein, dans la politique, dans le contexte de son temps. Le XVe siècle est un virage manqué pour la Corse, parce qu'on n'arrive pas à constituer de principauté unifiée. Et en fait, le texte du chroniqueur raconte l'histoire des vaincus, ces seigneurs chinarquais, soutenus par l'Aragon et défaits par Gênes au début du XVIe siècle. Les apports de la chronique, eh bien, elle aborde justement tous les problèmes de gouvernance, dans toutes ces dimensions, la légitimité, la tyrannie, la stabilité politique, la justice. Elle explicite la façon dont se forment les élites sociales, comment un chef populaire devient seigneur, comment un seigneur tombe dans la masse du peuple. Elle montre surtout la vigueur des réseaux humains qui donnent une cohérence à la société insulaire et peut-être qu'ils l'élargissent même à d'autres rivages de la Méditerranée. Et elle atteste d'une recherche d'unification du territoire qui se passerait entre le XIIIe et le XVe siècle, aussi bien par les comtes de Corse que par les Génois, les Aragonais ou par l'Église. Au début du XVIe, on sait très bien que l'unité territoriale va s'effectuer sous la domination extérieure de Gênes.
Voilà, donc c'est bien le texte fondateur que nous avons devant nous, le premier ouvrage littéraire en plus, hein, c'est littéraire corse, c'est la première fois qu'on a un livre comme ça, la première source narrative qui jette un regard interne sur la Corse médiévale. Le premier chapitre de l'historiographie insulaire, vous voyez dans cette carte, dans cette image, que d'autres vont suivre, hein, d'autres vont le suivre. Et là, en soi, ça constitue une réussite pour Giovanni Della Grosse, qui est un acteur politique désireux d'améliorer la vie publique par un essor culturel. Et à sa mesure, on peut dire que le chroniqueur relaye en Corse les idées du Quattrocento italien. Voilà, je vous remercie de votre attention.